Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Libre Antenne. Parfois dans la vie, on se rend compte que tout part à volo, que tout ce que vous avez construit s'écroule, que le château de cartes que vous façonniez depuis si longtemps se casse la figure, que les turbulences s'intensifient et emportent tout sur leur passage, santé, famille, vie personnelle et professionnelle. Mais si la nuit tombe sur notre existence, c'est aussi parfois pour écouter, enfin, cette petite voix intérieure qui tambourine à la porte depuis si longtemps et qui désespère de se faire entendre. Celle qui vous dit qui vous êtes, au fond, derrière tous ces masques. Celle qui vous réoriente. C'est aussi parfois le temps d'allumer cette lampe frontale et d'avancer lentement, mais sûrement, sur le chemin de votre essence profonde, de vos aspirations, de ce pourquoi vous êtes fait et vous êtes là. Un jour, demain ou après-demain, vous vous retournerez et en regardant en arrière dans le rétroviseur, vous saurez exactement pourquoi il fallait que tout cela vous arrive. Oui, parfois, on a l'impression que l'on tombe en morceaux, que tout s'écroule, alors qu'en fait, tout tombe, certes, mais pour se remettre à sa juste place. Venez nous raconter comment vous vivez cette destruction créatrice. Venez nous dire comment se passe votre renaissance. Ce soir, nos standardistes, Corentin et Thomas, ont de faux airs de sage-femme pour vous aider à faire accoucher la parole. Ils font les 100 pas dans le couloir, je les vois comme de futurs papas nerveux et vous attendent au 39 21, standard de la Libre Antenne. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel via le site d'europe1.fr sur la page de l'émission. Enfin, nous attendons vos nombreux SMS tout au long de la soirée pour réagir, conseiller, soutenir. Il vous suffit d'envoyer un texto au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Ce soir, c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission d'une main de maître. La Libre Antenne, c'est parti jusqu'à 1h. Vos problèmes nous intéressent, mais vos solutions encore plus. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Et on va tout de suite ouvrir cette Libre Antenne avec vous, Roselyne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ce soir ? Ça va mieux. Ça va mieux. Oui. Voilà, j'ai eu un souci, je vous raconte, là, j'ai un souci professionnel, enfin un souci, un tracas. Voilà, je travaille dans une grande institution où il y a beaucoup de femmes. Et donc voilà, j'ai un de mes cadres supérieurs qui avait besoin d'un arrangement horaire et qui m'a téléphoné. Et donc voilà, j'ai pas répondu parce que j'étais en vacances et il m'a laissé un message. Il a laissé un message non pas un petit peu. Il a tenu des propos diffamatoires et sexistes. Et donc voilà, donc j'ai. À votre rencontre ? Comment ? À votre rencontre ? Ah non, pas du très tout. Personnellement ? Moi, je ne l'ai pas pris que pour moi parce que je pense qu'il était énervé parce qu'il n'avait pas de solution à son problème puisqu'il a appelé le jeudi, il a sollicité mes collègues le vendredi, personne ne pouvait l'arranger. Donc c'était une problématique qu'il devait résoudre pour le lundi. Lui partant en vacances le lundi. Et donc, en fait, il s'est retrouvé en difficulté et puis il a lâché des propos très sexistes, oui, voilà. Et donc diffamatoire. Moi, je l'ai pris pour l'équipe, pour la corporation que je représente, pour les femmes. Enfin voilà quoi. Donc ma réaction a été que le lendemain, j'ai fait intervenir les représentants du personnel. Et donc ça a été très très vite. Ensuite, ma cadre est revenue au bout d'une semaine de vacances. Et donc je l'ai avertie oralement. Elle n'a pas écouté le message que moi j'avais enregistré. Et
et donc du coup, pour faire court, il se retrouve avec une sanction disciplinaire, quoi. D'accord. Donc moi, je suis pas très bien avec ça parce que j'ai jamais eu de soucis avec cette personne-là. Voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Et puis donc il va être sanctionné la semaine prochaine. Et en même temps, je regrette pas ce que j'ai fait, mais je pensais que ça allait se résoudre de façon interne. Et en fait, j'ai appris en sollicitant la RH et les représentants du personnel qu'il avait des grosses gamelles entre guillemets. Et du coup, Qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai? Ah non, pas du tout, apparemment. Bon, j'ai pas trop posé de questions, mais apparemment il avait des casseroles, comme on dit, à son actif, quoi. Et c'est sans doute pour cela que la sanction est tombée. Peut-être qu'il avait déjà été prévenu, mis en garde. Oui. Voilà, complètement. Et donc, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Aussi bien les DP que la RH m'a dit, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'on a une preuve. Et voilà. Puisque vous aviez le message téléphonique que vous avez fait écouter, j'imagine. Ah oui, je l'ai enregistré, je l'ai fait parvenir au DP. Et les DP ont fait le reste. DP, c'est directeur du personnel ? Les représentants du personnel, en fait, oui. Donc voilà, je regrette pas ce que j'ai fait, mais en même temps, je culpabilise pas, mais en fait, je suis embêtée parce que je me dis, faut quand même être humain. C'est quelqu'un qui aussi a une maison à rembourser, qui a des enfants, il faut payer les études, etc. Et voilà, moi, j'ai jamais eu de soucis, pas de précédent avec lui durant la carrière que j'ai faite dans cette entreprise. Et donc du coup, à froid comme ça, quand j'ai appris qu'il avait une sanction, toutes ces questions se sont bousculées dans ma tête et je me suis dit, s'il passe à l'acte, sachant qu'il avait déjà fait 2 burn-out, je me dis s'il passe à l'acte, moi je suis quand même responsable quelque part de ce geste. En même temps, c'est lui qui est responsable de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, des attitudes qu'il a eues. Et quand bien même s'il attend à ses jours, aussi c'est de sa responsabilité. Mais bon, voilà, on est toujours... Parce que cette sanction disciplinaire l'empêche aujourd'hui de retourner sur son lieu de travail, d'exercer ? Ah oui, ils l'ont mis en... En fait, ils lui ont demandé de partir... il y a 3 jours, voilà. Ils lui ont demandé de partir et donc lui, de son côté, il prépare sa défense, entre guillemets. Et donc voilà, il y a eu engagement d'un avocat par la direction, enregistrement officiel par un huissier de mon message que j'ai reçu sur mon fixe, et pour que tous les éléments soient bien retraduits, parce qu'on n'entendait pas tout, on entendait l'essentiel, mais on n'entendait pas vraiment tout de ce que moi j'avais enregistré pour la direction. Et donc voilà, donc la procédure est lancée. Donc maintenant, j'ai pas à regretter quoi que ce soit. Ceci dit, j'ai un sentiment ambivalent. Voilà. Oui, je comprends. Et à la fois, cette bataille juridique qui s'amorce, qui se lance, j'imagine que votre direction, l'établissement dans lequel vous travaillez, a sorti les vieux dossiers, ces casseroles dont vous parlez aussi. Ah oui. Oui, donc vous êtes une pièce du puzzle, un élément du dossier qui doit déjà être bien complet. Ah oui, moi je suis la cerise sur le gâteau. Oui. Mais le souci aussi, c'est que le problème, c'est que il y a eu des rumeurs. Il y a eu des gens qui ont su dans des services alors que j'y ai jamais mis les pieds. Et quand c'est une entreprise avec beaucoup de personnes, les gens interprètent, ils savent pas les tenants, les aboutissants. Et donc il y a 2 jours, j'ai recadré quelqu'un en disant c'était trop grave de dire n'importe quoi. Bien sûr. Il fallait être sûr de ce qu'on disait et que moi j'ai marqué mon mécontentement parce que j'ai dit les gens se gargarisent de ce qu'ils peuvent entendre et ils sont pas sûrs de
Oui, ça fait jaser et à la fois, j'ai envie de dire, c'est à la direction aussi de se positionner et de communiquer sur ce qui se passe pour cet homme et s'il y a un procès en cours, en tout cas une affaire juridique en cours. Ah oui, mais bon, je sais que la direction a convoqué tous les chefs de chaque service et bon, forcément, ils n'étaient pas très contents. Et voilà, moi j'ai pris l'initiative aussi d'appeler un des responsables par lequel j'ai appris, dont ces ouvriers, j'ai appris quelque chose, voilà, qui n'était pas fondé, où il disait un petit peu des choses inexactes, parce que je dis là c'est très grave, il faut retranscrire les faits exactement ce qui a été dit. Donc en même temps, je lui dis, toi tu n'as pas eu l'information, c'est pas toi qui as eu le message, donc voilà. Faut être toujours sur la réserve et donc j'ai sollicité ce chef de service en lui disant essaye de recadrer tes employés, les gens que tu as sous tes ordres pour éviter toute fuite. Mais bon, de toute façon maintenant c'est trop tard. On a donné mon nom, on sait dans quel service je travaille, voilà. Et en même temps, je suis, je pense, un peu protégée entre guillemets par ma hiérarchie, parce que si on m'a dit s'il y a le moindre souci, la moindre déviance, faut pas hésiter, vous venez nous voir. Mais de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais pas aller au casse-pipe, je vais pas encaisser, quoi. Je veux dire. Non, et puis à la fois, si visiblement il avait des casseroles, comme vous dites, à un moment donné, c'est peut-être bien que et la direction se saisisse, voilà, j'ai envie de dire, en effet, cette situation-là est arrivée à point nommé, sûrement pour la direction qui n'attendait que ça pour le coincer, évidemment. Alors évidemment, aujourd'hui, vous faites un peu les frais des collègues, des rumeurs, des bruits de couloir et du qu'en dira-t-on. Mais c'est à eux, en effet, aujourd'hui, de vous protéger. Voilà. Vous avez fait ce qui était juste pour vous. Il y a plusieurs messages qui arrivent pour vous. Il y a Janine qui dit « Vous n'êtes pas responsable, il faut qu'il assume ses actes ». Une autre personne qui vous dit « Si c'était assez grave pour que vous réagissiez, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous avez fait ce qui était juste et bon pour vous à ce moment-là ». Et j'imagine que si ça avait été un collègue absolument irréprochable, vous auriez sûrement tenté d'en parler, peut-être avant d'aller voir directement la direction ou les responsables du personnel. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui avait déjà quelques faits d'armes derrière lui. Oui. Oui, mais moi, le truc, c'est que, voilà, le fait que j'ai un sentiment d'ambivalence, je ressente un sentiment d'ambivalence, c'est que je ne savais pas qu'il avait autant de casseroles. Moi, quand j'ai vu la RH, je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est une pièce à votre édifice ou est-ce que c'est l'édifice qui repose sur cette pièce ? Et en fait, elle m'a dit non, c'est la cerise sur le gâteau, parce que ça fait des années qu'on essaye de le coincer. Et qu'en permanence, j'imagine, plusieurs salariés sont allés dans le bureau de la direction, ont employé la méthode douce, entre guillemets, qui est d'abord celle d'aller en parler, demander un rendez-vous, essayer de relater certains faits, certaines discussions, certains termes employés à l'encontre des collègues. Et en effet, ils ont constitué un dossier. Vous avez fait ce qui était très juste et bon pour vous et sûrement pour lui aussi, à un endroit. Quelque part, je me dis, c'est peut-être le moyen, c'est ce qu'une personne de représentant du personnel m'a dit, quand bien même ils sont allés le voir plusieurs fois en lui disant, écoute, fais attention, mais bon, lui, il se sentait protégé, ils avaient le sentiment qu'il était au-dessus de tout ça, quoi. Oui, intouchable. Voilà, exactement. Et c'est quelqu'un de fragile en même temps, il a fait 2 burn-out, et donc c'est ça qui est incompréhensif, quoi. Donc, en même temps, il a été prévenu, il a eu des courriers, il a été averti par la direction, inquiété, ceci, cela. Moi, après, au décours de tout ça, parce que j'étais mal, je me suis dit, bon, il va se pendre, moi, je vais... voilà, il a des enfants, tout ça. Et je me dis... et en même temps, on m'a répondu, oui, mais lui, quand il mettait quelqu'un dehors ou qu'il était intimidant pour pas faire d'euphémisme, en fait, il pensait pas à ce que vous pensez, quoi. En fait, oui, effectivement. Mais voilà, moi, je me mets un peu à sa place et en même temps, moi, je lui pardonne pas non plus ce qu'il a dit, quoi.
c'est pas, voilà, c'est pas concevable, c'est pas tolérable pour les femmes, pour une corporation que je représente, voilà, pour plein de choses, quoi. Dans mes valeurs, enfin moi ça a touché mes valeurs, ça a atteint mes valeurs, quoi. Déjà dans mon travail on n'est pas trop reconnus, donc si nos chefs de service en plus en mettent une couche, déjà c'est compliqué dans le monde du travail où les gens demandent de la reconnaissance et on n'en a pas forcément, donc voilà, enfin moi c'est pas encore l'histoire de la reconnaissance, c'est le fait que j'ai senti comme si c'était une trahison. Moi j'ai jamais eu de souci avec lui, j'ai toujours réussi à m'accorder avec lui, il a été mon chef de service, etc. Et là, par énervement, voilà, ça aurait été une autre qui aurait dit la même chose. Moi je l'ai pas pris pour moi, mais voilà, enfin moi ça me je suis un peu déroutée, je sais pas trop comment le prendre. Voilà, ça va un petit peu mieux, mais je suis un petit peu je sais pas trop comment me comporter parfois avec d'autres personnes, sachant qu'aussi il a des gens de sa famille qui travaillent dans l'entreprise. D'accord. Et vous sentez, vous, depuis quelques jours, là, vos collègues changer de comportement avec vous? Ou vous êtes soutenu par la plupart d'entre eux? Non, parce que moi j'en ai fait part dans mon équipe, une autre équipe dans laquelle j'avais travaillé. On m'a dit, non, t'as fait ce qu'il fallait. Bon, après, nous, on sait pas si on aurait fait la même chose que toi. Enfin, voilà, bon, après, moi, c'est mon caractère, j'aime pas l'injustice. Donc, il y a un moment, il faut que les choses s'arrêtent, quoi. Et non, pour l'instant, non. Après, voilà, je sais pas l'avenir. La sanction n'est pas encore tombée. Il passe en conseil de discipline jeudi. Non, au contraire, il n'y a pas. Voilà, moi, je vois pas de différence pour l'instant notable, quoi. Après, peut-être, je sais pas. Je voudrais préciser aux auditeurs qui nous écoutent que vous avez communiqué les termes qu'il a employés hors antenne. On ne les dira pas à l'antenne parce que c'est vraiment ordurier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, et outrancier, mais voilà, c'est vraiment, ça va très loin. Donc c'est en effet recevoir ces termes-là à l'encontre de votre équipe et de vous-même sur un message téléphonique. Il y a de quoi en effet avertir la direction, en tout cas bouger, et ce que vous avez fait, et qui finalement arrivait à la suite de plusieurs années, j'imagine, vraiment de petits cailloux que lui-même avait semés sur son chemin vers quelqu'un qui viendrait stopper son comportement. Et c'est un magnifique retour de manivelle de la vie pour lui, hein. J'espère qu'il va se remettre en question. Voilà, j'espère qu'il va rebondir d'une autre façon, et moi je pense qu'il n'est pas fait pour manager du personnel. Après ça c'est... Justement, en effet, surtout si vous dites qu'il avait déjà lui licencié un peu de manière légère certaines personnes, voilà, il se retrouve un peu aussi devant... en tout cas une période de flottement, on verra bien vous verrez ce qui lui arrivera. Mais s'il se lance dans une bataille juridique, il est quand même dans de la défense. Donc, bien sûr, en effet, il a peut-être fait des burn-out, mais il reste combatif. Oui. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est complètement au fond et qui est complètement accablé par beaucoup de récriminations comme ça de ses collègues. On ne parle pas de quelqu'un harcelé moralement par ses collègues, confrères, supérieurs. Oui, non, après, moi, je connais pas, voilà, son histoire, voilà, mais bon, moi, ce qui me déroute, c'est ça. Après, il y a un peu de l'affect malgré tout, c'est un peu débile ce que je dis, mais voilà, moi, je pensais pas capable de ça, quoi, voilà. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez pu, parce que je sens que c'est ça qui vous gêne et qui reste encore un peu en travers de la gorge, c'est le fait que vous n'aviez jamais eu de problème avec lui. Ah oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez pu justement exprimer cela auprès de la direction en disant, écoutez, je suis absolument surprise, voilà, là il y a vraiment eu une sortie de route verbale complètement irraisonnée et moi, inattendue. Il a été mon chef. Moi, j'ai travaillé il a changé de service, donc j'ai pu. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai pas eu de soucis. Il a toujours été courtois, sympathique, jamais eu de problème.
Je l'ai retrouvé 2 ans après dans un autre service. Voilà, même on l'a bichonné parce qu'il sortait de son burn-out et moi-même, je lui ai dit, il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas. Enfin voilà, tout va bien se passer. Bon, c'est vrai que c'était une équipe qui avait forte tête et tout. Je pense qu'il appréhendait. Et en fait, il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc voilà, pourquoi. Enfin après, tout s'explique pas. Les gens ont des réactions. Voilà. Et moi, quand je le croise dans le couloir, toujours correct, bonjour. Il m'a un tel, même au téléphone. Voilà. Et je sais pas. Je suis perplexe envers la nature humaine parce que je me dis, on croit connaître les gens. Après, ce n'est qu'un supérieur hiérarchique. Hein, j'ai pas de lien particulier avec lui, mais vous êtes un peu sous le choc aussi de ce que vous découvrez de cet homme-là. Ah complètement, oui. Ouais, moi je ne le pensais pas capable. Moi j'ai discuté avec une collègue encore cet après-midi qui m'a dit mais moi je ne pensais pas capable de ça, mais je dis moi non plus. Et c'est ça qui me déroute. Voilà. Donc, et en même temps, je prends conscience aussi on m'a fait prendre conscience aussi que tous ces invectives, ces intimidations et bien d'autres choses qui lui sont reprochées vont s'arrêter pour les salariés qui sont en poste actuellement, qui ont affaire à lui, ouais. Et les prochaines, quoi. Quelque part, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est l'objet de l'un des SMS qu'on a reçus. Si vous n'aviez pas réagi et qu'un ou une salariée, alors bon, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à mettre fin à ses jours, mais à cause de ses attitudes outrancières, là peut-être que vous auriez eu plus de mal ou vous en seriez voulu de ne pas être intervenu. Moi, je crois que quand on libère la parole, quand on dit ce que l'on croit être juste et bon pour soi, on est toujours dans le vrai. Oui. Justement, c'est ce qu'on m'a dit et moi je pense que là je l'ai fait dans le sens là aussi. C'est ce qu'on m'a dit encore ce soir et moi c'est ce que je me suis dit aussi. Si je n'avais rien fait alors que je sais pas une personne effectivement avait mis fin à ses jours, je m'en serais voulu encore sûrement plus quoi. Effectivement. Et parce que il y a eu le cas déjà dans cette entreprise où ça a été un facteur, mais lui n'était pas concerné, et ça a été un facteur où j'ai une de mes collègues qui a mis fin à ses jours et elle avait d'autres soucis, mais le professionnel a quand même pris une grande place puisqu'elle a laissé un courrier et donc voilà après, moi, je me pose beaucoup de questions sur c'est quoi un chef voilà. Moi, est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Est-ce que voilà, moi, je m'interroge aussi par rapport à cette fonction-là. Est-ce qu'ils sont là pour nous sanctionner? Est-ce que voilà, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans la même branche et voilà, je me pose pas mal de questions. Après, ça va pas remettre en question mon métier que j'ai choisi. Mais pour moi, est-ce que je reste dans cette branche-là? Est-ce que voilà, par contre, j'ai beaucoup de soutien de beaucoup de collègues. Donc, moi-même, je suis convaincue que je suis faite pour ce métier-là. Donc, mais bon, en même temps, je m'interroge, quoi. Voilà, je m'interroge. Il y a un message qui vient d'arriver au 7 39 21 qui dit « Je suis employeur et je garde toujours mes bons salariés. J'ai dû licencier l'un de mes salariés qui avait des propos et des actes odieux envers certaines jeunes. » Oui, lui, c'est le cas. Voilà. Et il y a Isa qui dit « Pourquoi ne pas essayer de comprendre cette attitude apparemment soudaine ?» Ouais, mais moi, j'ai pas cherché à... Enfin, voilà, voilà, moi je pense de toute façon j'aurai pas de contact avec cette personne-là. Essayer de comprendre. Moi je me sens pas visée personnellement. Donc voilà, moi j'ai fait ma mission, j'ai mis ça au DP. Après la direction, voilà, malheureusement il y a une sanction grave. Mais voilà, moi je me sens
touché parce qu'il a dépassé les bornes sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en même temps, moi, ça ne m'est pas adressé directement. Donc, voilà, j'ai pas... Il y a également plusieurs messages qui arrivent et je vais les lire puisqu'il y a quelqu'un qui dit mais vous ne lisez pas ces messages. Alors je les lis. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez être instrumentalisé par la direction pour licencier cet homme-là? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous vous dites finalement ils attendaient que ça et du coup je porte le chapeau un peu? Oui, j'y ai pensé, bien sûr. Donc j'ai appelé les DP forcément parce que je me suis dit, voilà, ils se servent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis allée franco au niveau de la RH. J'ai dit, mais vous saviez qu'il avait des casseroles, pourquoi vous n'aviez pas fait quelque chose avant pour le sanctionner entre guillemets? Et elle me dit, mais si, il a déjà eu des courriers, des avertissements, mais en fait, elle m'a dit sur un plan juridique. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du métier. Il faut des preuves. Voilà. Et en fait, c'était toujours la parole contre... Alors moi, ce qui me dérange aussi, après, je m'écarte un peu. Il faut toujours... Enfin, c'est toujours ma parole contre... la parole de quelqu'un contre celle de l'adversaire. Mais jusqu'où on peut aller comme ça, quoi? Parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas de témoins ou de personnes qui assistaient? Voilà, les personnes sont passées par les DP ou alors sont allées directement voir la RH. Donc elle a pris note, il y a eu des avertissements, il a été inquiété par des courriers. Je pense pas qu'il a eu de mise à pied, mais bon, il a eu de nombreux avertissements. Les représentants du personnel sont allés le voir à plusieurs reprises en lui disant écoute, change ta façon de faire, d'être, sois plus machin et tout. Et en fait, il n'en a pas tenu compte. Et donc, effectivement, moi, j'ai le sentiment de porter quelque chose de lourd dans le sens qu'ils attendaient quelqu'un, sûrement, qui apporte une preuve tangible. Mm-hmm. Mais apparemment sur le plan juridique, mais moi j'y connais rien, donc je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui peut apporter la réponse. Oui, on va inviter les auditeurs. J'allais vous demander quelle était votre demande ce soir. Voilà. J'entends que c'est un soutien juridique en tout cas, ou être rassuré sur ce que vous avez fait, de quelle manière vous avez témoigné pour essayer de protéger vos collègues, votre service, les femmes qui le composent. On va leur proposer à tous ces auditeurs de nous appeler au 39 21 ce soir ou de nous envoyer des SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Voilà. Et puis on va vous laisser repartir avec un peu de musique peut-être pour vous mettre un peu de baume au cœur ce soir. Et on va prendre tous ces messages. Restez bien à l'écoute pour écouter ce qui se dira sur cette libre antenne. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Roselyne. Merci, au revoir. Très belle soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. Déjà beaucoup de messages qui arrivent pour Roselyne que nous avions à l'instant. Il y a quelqu'un qui dit « L'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés. Les propos de votre collègue peuvent être reçus comme très violents par une femme plus fragile. » Et puis il y a quelqu'un qui dit « Juridiquement, les structures internes ne permettent pas d'obtenir de résultats. Il faut prendre un avocat en droit du travail. » Et puis on a une pensée pour un message reçu en début d'émission à la suite du petit texte que je vous ai lu au tout début sur la naissance et sur la renaissance. Il y a quelqu'un qui dit « Tous les soirs je vous écoute, plus spécialement ce soir en attendant la naissance de mon petit-fils. Sa maman Nadège est en salle d'accouchement en ce moment. » Alors on a une belle pensée pour cette famille à naître donc, et puis ce petit qui vient cette nuit. On va poursuivre cette libre antenne en vous accueillant vous, Charlotte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ce soir, Charlotte ? Ça va, un petit peu stressée quand même à l'idée de vous parler. Ça va bien se passer, on va vous prendre par la main. Qu'est-ce qui vous amène ce soir, Charlotte ? Alors moi, je vous appelle parce que j'ai découvert un gros problème avec mon frère et je me suis rendu compte que mon frère abusait de ma mère. Donc c'est un état de faiblesse parce que ma mère est illettrée et c'est lui qui s'occupe de ses finances depuis longtemps. Et exclusivement lui.
et on est une fratrie on est 4. Oui. Et donc c'est vrai que c'est toujours lui, c'est l'aîné, donc c'est toujours lui qui s'est occupé de ses affaires finalement. Donc voilà. Et moi, j'ai jamais été. Moi, je suis la deuxième, et c'est vrai que j'ai jamais été au fait de ce qui se passait, parce que peut-être que j'étais dans le déni, et peut-être que j'avais aussi de la confiance en lui. Donc c'est vrai que je m'en suis jamais occupée. Et là, je fais une psychanalyse depuis quelques années, et finalement, je me suis rendu compte avec cette psychanalyse que voilà, qu'il se passait ce genre de choses. Et donc, j'ai commencé à regarder les papiers, les documents, les listings de la banque, et finalement, c'est avéré que c'était vrai, donc qu'il y avait un souci. Donc j'ai pris contact avec lui et j'ai essayé d'en parler, et depuis silence radio, je n'ai plus aucun contact avec lui. Donc je me dis que finalement j'ai raison. Et le problème, c'est que moi j'ai dû partir, quitter ma famille parce que j'avais des problèmes relationnels avec eux. J'ai été obligée de m'éloigner. Donc, je culpabilise aussi à ce niveau-là, parce que je n'ai pas été là pendant longtemps, parce que j'ai été aussi dans le déni et que je n'ai peut-être pas voulu voir. Et finalement, je me retrouve confrontée à ce genre de problème, et je ne sais plus quoi faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à ma mère. Donc je l'ai mis devant le fait accompli, en essayant de lui expliquer ce qui se passait, et elle, bon, bien sûr, hein, je m'en doutais, est également dans le déni, en me disant que j'étais une folle, que je disais n'importe quoi, que c'était pas vrai, et que de toute façon je pouvais pas arriver comme ça, en disant des choses, des mensonges, alors que ça fait des années que je suis pas là à m'occuper d'elle, vous voyez. Donc c'est une espèce de de culpabilité, hein, vraiment, hein, et j'ai un autre frère à qui j'en ai parlé, qui lui aussi est dans le déni, refuse de l'entendre. Donc finalement je me retrouve seule, et je ne sais plus quoi faire, parce que je me dis, mon père étant décédé, ma mère se retrouve toute seule, elle a plus de 80 ans, voilà, j'ai l'impression de l'avoir, avec tout ça, j'ai l'impression de l'avoir abandonnée, vous voyez. Et le fait de se retrouver avec cette situation-là, avec ce frère-là qui abuse d'elle, je me retrouve complètement démunie. Je ne sais plus quoi faire. Je ressens vraiment de l'impuissance, vraiment de l'impuissance. Votre mère habite chez elle? Elle est dans une maison? Oui, elle est autonome, elle vit toute seule. Elle vit toute seule, donc voilà. Mais elle a tellement, si vous voulez, mon grand frère, elle vénère, hein, elle a toujours une... si vous voulez, mon père, c'était quelqu'un qui travaillait, s'occupait pas du tout de nous. C'était ma mère qui s'occupait d'elle, hein, qui s'occupait de nous. Et donc ce grand frère était toujours là, présent, à s'occuper des affaires, à s'occuper de nous. Enfin, moi je le considère pratiquement comme presque mon père, si vous voulez. Vous voyez, il a pris presque la place du père. Et j'en avais même peur. Je m'en suis rendu compte finalement avec cette psychanalyse que finalement ce frère, j'en avais peur, et j'avais établi avec lui une certaine distance. Et finalement, avec ce travail que j'ai fait sur moi, je me suis rendu compte que finalement cette distance-là n'était pas complètement anodine. Parce que je n'avais pas cette relation d'intimité comme on peut avoir avec un frère, avec une sœur, où on est on est là à rigoler, à s'amuser, à se dire des choses. Voilà. Lui, c'était complètement différent. J'avais un autre rapport. Et finalement, avec tout ce qui se passe maintenant, je me dis, je comprends pourquoi. Parce que finalement, il y avait ce secret-là qui nous mettait cette distance entre nous deux. Hein. Donc, vous imaginez que cela fait combien de temps qu'il abuse financièrement de votre mère? ça
Ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps, puisque moi je suis dans une cinquantaine d'années, donc depuis qu'il a 15 ans, 16 ans. Hein, Depuis donc toujours, en fait. voilà, depuis toujours, si vous voulez. Et ça a toujours été lui comment dire, le chef de famille, finalement, hein, vous voyez, chef de famille. Donc il a tout géré. Et c'est vrai que quand j'ai mis la main sur les comptes et enfin des tas de choses où je suis tombée, mais je suis tombée de très haut. J'en ai eu la nausée. Pendant des mois et des mois, j'ai eu une nausée incroyable, tellement j'y croyais pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment tu as pu ne pas voir ce genre de choses? Comment voilà. Donc j'ai une culpabilité incroyable, et je l'ai encore d'ailleurs, hein, parce que ma mère veut pas entendre, et que j'ai envie de la protéger encore, mais je sais pas comment. Je ne sais pas comment, parce qu'elle refuse d'entendre quoi que ce soit. C'est vrai que c'est difficile pour elle. C'est difficile parce qu'elle a mis tous ses espoirs sur lui. Et moi, j'arrive comme ça, en me disant, ben voilà, ton fils, ça fait des années qu'il te vole. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple à entendre. Je comprends. Mais, enfin, je sais pas, Vous c'est pas arrivez et simple. vous levez Voilà, le secret. j'ai levé le secret, et finalement, je me dis, j'ai levé ce secret, et est-ce que je suis forcément mieux? Ben non, j'ai l'impression d'être... ouais, j'ai l'impression d'être trahie, c'est vraiment... Quelle est la vie de votre frère? Il est marié, il a des enfants? Oui, il est Oui, marié, il travaille. oui, il travaille, Donc il voilà. n'a pas besoin de cet argent non plus. Enfin, je veux dire, il n'est pas dans une Il situation s'en est servi, financière. il s'en est servi. Non, il n'avait pas besoin, à la base, il n'a pas besoin, il Oui. a un travail, voilà. Mais il s'est servi de l'argent de ma mère pour fructifier sa vie. Et c'est avec tout ce qu'il a maintenant, je me dis, ben voilà, c'est pas anodin, quoi. Et puis c'est le fait enfin, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, dans une fratrie, des frères, des sœurs, pour moi, c'était impensable. On est des frères de sang. Voilà, on a confiance en l'un en l'autre. Voilà, ce genre de choses, ça ne doit pas arriver. Pour moi, c'est complètement impensable. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression de faire un cauchemar. Et pour quelle raison, si jeune, à l'âge de 15 ans, il s'occupait des comptes familiaux, puisque votre père était encore en vie à l'époque? Oui, mais mon père était illettré aussi. Oui. Mes parents sont illettrés les deux, vous voyez. Donc mes parents, ils ont fait confiance à mon frère, et puis mon frère tout de suite s'est mis devant en disant, voilà, je vais vous gérer. Voilà, moi c'est vrai que je n'ai rien vu non plus, hein. Moi je suis la deuxième. Si vous voulez, quand vous décidez de ne pas voir, vous voyez pas, hein. Donc voilà. Et puis j'avais cette confiance totale. Donc je me méfiais pas. Puis j'avais pas de raison de me méfier. Vous voyez, pour moi c'était normal. Mon frère s'occupe de ma mère, s'occupe de mes parents. C'est très bien. Je suis pas là, il gère, c'est super. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Et il gère et il se rémunère Bien sûr. pour ce travail et ce temps-là. Ben oui. Et pour cette responsabilité-là. Complètement. C'est-à-dire que j'ai Mais depuis très l'impression jeune. que depuis très jeune, c'est-à-dire que il s'est servi. Mes parents ont toujours eu enfin, surtout ma mère a toujours eu ce problème de dire on n'a pas d'argent, on est pauvre. Voilà, moi j'ai toujours vécu là-dedans, et j'ai toujours cru, finalement, elle me l'a tellement suréné que finalement j'ai toujours cru que ma mère n'avait pas d'argent. Et finalement, elle en a amassé de l'argent avec le temps. Voilà, avec ce qu'elle a placé, voilà. Et moi, j'en suis restée là où elle n'avait pas d'argent. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Voilà. Et il y a quelques années, il m'a dit, oui, alors j'ai demandé à maman qu'elle me prête une certaine somme d'argent. Voilà, je te le dis. Et moi, à l'époque, j'étais encore dans le déni. Et je lui ai dit, mais oui, c'est normal, c'est pas grave, voilà. Et là, je me rends compte qu'il rembourse pas, il rembourse rien, ou il lui fait croire qu'il lui rembourse de l'argent et qu'il lui rembourse rien. Vous voyez,
c'est complètement aléatoire. Et vos deux autres frères et sœurs, donc vous dites que vous en avez contacté un pour lui annoncer cette nouvelle, ce secret, et que vous n'avez plus de contact. Non, si, j'ai un contact, mais il ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire que lui, il est dans le déni, cet autre frère. C'est-à-dire qu'il ne veut pas l'entendre. Pour lui, c'est pas possible. Il continue de voir votre frère aîné, il se voit régulièrement. Il se voit, il se voit de temps en temps, tout ça, mais voilà, il lui en parle pas, il n'ose pas lui en parler, Et moi, le problème, c'est que je me retrouve bloquée parce que vis-à-vis de ma mère, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie de. Si vous voulez, je n'ai pas envie de faire de scandale, j'ai pas envie de la ridiculiser, j'ai pas envie parce que ma mère fait très attention, comme dira-t-on, aux voisins, vous voyez. Si j'arrive demain à lui dire oui, je fais un scandale en me disant oui, ton fils il t'a volé, que tout le monde est au courant, c'est pas possible. Je vais la tuer, ma mère. Vous voyez, c'est pas possible. Je veux pas faire ça. Et voilà, donc je me retrouve dans cette espèce de secret-là qui est entre nous, qui est là, qui l'attend, et moi ça me bouffe. Ça me bouffe parce que mon père n'étant plus là, je me dis, je lui ai dit à mon frère, j'ai envoyé un SMS en me disant, mais heureusement qu'il est plus là, papa, parce que qu'est-ce qu'il dirait, vous voyez. Mais bon, je n'ai pas d'écho puisqu'il me parle plus, il me répond pas, voilà. C'est silence radio. Comment est-ce qu'on pourrait, juste avant le journal de la nuit, comment est-ce qu'on pourrait vous aider ce soir, Charlotte ? Quelle est votre demande, si vous pouvez la formuler juste avant minuit ? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose à son niveau, essayer d'avancer un petit peu sans que ma mère ait quelque chose à souffrir, c'est ça surtout, vous voyez, je sais pas. Comment faire ? Une tutelle ou aller voir un avocat ? Non, une tutelle, non. Je pense que ça serait pas pensable pour elle, une tutelle. Peut-être un avocat, oui, éventuellement, oui, pour essayer de voir ce que je peux faire, moi, de mon côté, avec lui, quoi. Ah. Le message est lancé, alors, Charlotte. Voilà. On le lance aux auditeurs, 39 21. Ouais. Appelez-nous pour aider Charlotte ce soir. Merci, on vous retrouve tout de suite. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. La Libre Antenne se poursuit et on est ensemble jusqu'à 1h. Alors c'est vrai qu'à l'écoute de cette émission, on se dit que nous avons tous des parcours de vie différents. Le vôtre n'est pas le même que celui d'en face. Mais si nos chemins se croisent à un moment de notre vie, peut-être alors qu'on peut se soutenir, s'encourager, plutôt que se juger, se mépriser ou même s'ignorer. Alors il se peut ce soir que vous vous sentiez touché par l'un des témoignages que vous entendez, par l'une des expériences de vie que vous aussi vous traversez. C'est Wajdi Mouahad, l'homme de théâtre et metteur en scène libanais, qui dit qu'il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. Alors venez, par votre récit, par votre partage, allumer cette flamme chez d'autres. Venez incarner la pièce du puzzle manquant. On vous attend au 39 21, standard de la Libre Antenne. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel sur la page de l'émission via le site europe1.fr. Et puis nous attendons vos messages, nombreux encore ce soir d'ailleurs, merci, au 7 39 21, en commençant vos SMS par le mot nuit. On est ensemble jusqu'à 1h. La Libre Antenne, c'est reparti. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Anne Cazobon. Charlotte, on va poursuivre la discussion que nous avions avec vous avant le journal de la nuit. Vous êtes toujours là, Charlotte ?
Oui, bien sûr. On a beaucoup de messages alors qui sont arrivés pendant ce temps. Il y a plusieurs personnes qui se sentent très concernées par votre histoire. Il y a Janine qui dit « Une amie a été spoliée par son fils, je l'ai aidé, j'ai écrit au juge du tribunal, il a été entendu et rembourse aujourd'hui sa mère ». Il y a plusieurs personnes qui parlent de contacter un notaire également, contacter plutôt le notaire qui gère les biens familiaux et faire un signalement plutôt qu'aller voir un avocat, ce qui serait onéreux pour vous. Et la personne dit ne pas être certaine que cela fasse vraiment avancer les choses. Il y a plusieurs personnes qui parlent de placer en effet votre mère sous tutelle ou curatelle. Et puis il y a parfois la voix de la raison qui arrive, et celle-ci c'est celle de Louisa qui dit « Et pourquoi ne passez-vous pas votre chemin finalement, au lieu de vouloir rendre justice à votre mère qui, semble-t-il, ne le veut pas ?» Il y a beaucoup de personnes en effet qui s'interrogent sur votre mère qui n'a pas vu, ne savait pas, et qui, même quand on lui dit, ne veut pas entendre. Vous voyez ? Oui, je comprends, oui. Oui, c'est ce qui m'a été dit aussi. C'est parce qu'elle voulait pas entendre, c'est parce qu'elle veut pas voir, et puis finalement quelque part ça doit l'arranger aussi. Donc finalement elle participe un petit peu à ce genre de secret. Et je me demande si elle n'était pas un petit peu au courant, et quelque part, ça permet finalement de garder mon frère auprès d'elle, qui est là auprès d'elle à s'occuper, mais qui s'occupe d'elle et qui en même temps profite d'elle aussi. Hein. C'est vrai, il a toujours été là, quoi. Mais moi, c'est ce qui me gêne, c'est la trahison finalement. Hein. Et puis c'est ce fait que le problème que j'ai, c'est que ma mère finalement ne m'a jamais ne m'a jamais considérée en tant que telle. Je suis une fille, les filles sont pas considérées chez moi comme les garçons. Il faut faire ses preuves. J'ai pas été là, donc j'ai l'impression de payer un peu tout ça, quoi. Et puis, non, c'est une espèce de trahison. J'ai l'impression que cette trahison me poursuit. Mon frère, j'ai été trahie par des amis, par pas mal de personnes. C'est plutôt ça que vous vivez à répétition, alors, la trahison. Exactement, cette trahison-là qui me poursuit et qui me fait finalement beaucoup de mal, quoi. Et c'est surtout le fait de ne pas voir. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai acheté chez moi, j'ai des tableaux, j'ai quelques tableaux comme ça, et c'est des tableaux qui représentent c'est des portraits avec des regards, avec un certain regard de personnes comme ça. Et finalement, maintenant, avec le recul, je me dis, finalement, ces tableaux, je ne les ai pas achetés pour rien. Finalement, ce regard, c'était le fait de ne pas voir les choses. Et j'étais dans une espèce de déni complet, comme si finalement, cette famille-là, j'avais besoin de la renier, d'être loin d'elle, d'être, je sais pas. C'est ce qui peut-être déjà à l'époque vous avez éloigné d'elle sans vraiment mettre ni de mots dessus, ni vraiment se rendre compte de ce qu'il s'y passait. Complètement. Mais là, ça vous apparaît évidemment au grand jour. Ah, complètement. De toute façon, depuis très jeune, j'ai toujours su qu'il fallait que je vive loin de ma famille. Pour vivre ma vie finalement, pour être une femme et vivre à part entière, quoi, et pas vivre à travers les autres, pour les autres, parce que finalement, moi, toute ma vie, ça a été, jusqu'à maintenant, maintenant que j'ai ouvert les yeux, je me rends compte que j'ai vécu que pour les autres et jamais pour moi. D'ailleurs, je pensais que je n'existais pas, que je n'étais rien, que que j'avais pas de répartie, que j'avais pas de discussion, que j'étais inintéressante, que, vous voyez. Et finalement, le fait d'être partie comme ça, et puis surtout d'avoir fait cette psychanalyse qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a permis finalement de me retrouver, de me trouver, et finalement de savoir ce que je voulais vraiment, quoi. Et c'est vrai qu'à travers ce secret dévoilé, qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Alors on me dit il faut lâcher. Mais j'ai du mal, j'ai l'impression que pour moi c'est, je sais pas, c'est difficile de lâcher, c'est parce que j'ai l'impression d'abandonner ma mère,
Je l'ai déjà abandonnée pendant des années où je suis partie. Le fait de la laisser là avec mon frère, j'ai l'impression de l'abandonner de nouveau. Est-ce que vous associez votre départ, comme vous dites, de la famille au moment où votre frère a commencé à abuser financièrement de votre mère? Est-ce que ça concordonne? Ça coïncide? Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. J'ai pas de... Non, moi, il fallait que je parte. Hein. C'était quelque chose de rédhibitoire. Hein. Voilà, c'était quelque chose qui était ancré en moi et je savais qu'il fallait que je parte. Pour moi, c'était vital, complètement vital. Pour vivre, pour être moi, il fallait que je parte. Mais bon, au sacrifice, le prix à payer, c'est de laisser ma famille derrière moi. Et finalement, avec tout ce temps, je me dis, maintenant, je le paye. Ma mère, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, mais comment tu te permets maintenant de dire des choses comme ça alors que t'es pas là, tu t'es pas occupé de moi, ton frère au moins il est là. Voilà, c'est un peu le fait de dire, il me vole, c'est pas grave, mais au moins lui il est là. Vous voyez, je l'ai un peu ressenti comme ça. Et il y a Colette qui dit un peu la même chose, qui dit, elle ne venait pas voir sa mère, qu'aurait-elle fait sans le frère? Est-ce que ce frère, vous l'avez remercié peut-être de tout ce temps où il a été là, de tout ce temps très jeune, si vos parents étaient illettrés, où il a dû aller à la banque, aller voir, bien sûr, je l'ai remercié. Porter beaucoup de responsabilités très jeune. Bien sûr, je l'ai remercié, surtout quand je suis partie faire mes études dans une autre ville. Voilà, c'est lui qui m'a aidée parce que ma mère voulait pas me laisser partir, donc c'est lui qui m'a poussée à partir. Mais finalement, avec tout ça, je me dis, il m'a aidée à partir parce que finalement, ça l'arrangeait que je parte. Après, bon, voilà, je peux trouver des excuses, mais finalement, c'est quand même grâce à lui que je suis partie, que ma mère m'a laissé partir. Donc voilà, autant je lui suis reconnaissant de pas mal de choses, mais autant je lui en veux de cette trahison. Alors je sais pas, c'est confus chez moi parce que je sais pas si c'est vraiment par rapport à ma mère ou par rapport à moi. Vous voyez, je sais pas, c'est pas encore très très clair, quoi. Mais moi je sais que ma mère a trimé pour nous élever, tout ça, et je me dis qu'il s'est enrichi sur son dos. Voilà, je trouve ça c'est difficile à admettre, quoi. C'est très difficile. Et il y a Olivier le patrouilleur qui vous demande, c'est peut-être ça finalement la question, que se cache-t-il derrière ce besoin de vouloir absolument mettre ça au visage de votre mère? Pour réparer quelque chose, pour lui dire maman j'existe. Voilà pourquoi. Vous voyez, je fais tout ça finalement pourquoi? Pour avoir une reconnaissance, pour lui dire écoute, ta fille elle est partie, mais finalement elle t'a pas oublié, elle est là, elle t'aide, elle continue. Mais voilà, je pense que j'ai besoin encore à mon âge de lui montrer que je l'aime, que j'ai envie de l'aider, que j'ai envie de la protéger, et malgré ça, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, quoi. Voilà, je pense que c'est parce que j'ai besoin, je crois, de reconnaissance. Voilà, j'ai besoin qu'elle me reconnaisse, qu'elle me dise peut-être ma fille, tu as raison. Voilà, c'est ça que je pense que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre qu'elle me dise ma fille, tu as raison, grâce à toi. Voilà, vous voyez, c'est complètement c'est utopique, hein, bien sûr. Mais je pense que j'attends ça. J'attends ça. Alors, pourtant, je lui ai amené des preuves. Hein. Vous voyez, je suis là à me démener, à essayer de prouver A plus B que j'ai raison, vraiment j'ai raison. Mais c'est vrai, vous dites dans quel but, quoi. C'est ça, c'est d'être reconnu. Je pense que c'est exactement ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, ce que je vois, c'est que ça m'éloigne de ma mère parce que je lui en veux quand même. Je lui en veux quand même encore. J'essaye de lutter contre et de travailler pour essayer de dépasser tout ça. Mais c'est difficile, quoi. C'est difficile parce que j'ai toujours eu des rapports difficiles avec ma mère, où ma mère a toujours cru que j'allais rester avec elle, vivre avec elle, et qu'elle allait mourir avec moi à côté, quoi. Je suis la seule fille et elle voulait que sa fille soit auprès d'elle et je ne suis pas auprès d'elle. Donc pour moi, ça a toujours été difficile parce que je peux pas. C'est pas possible pour moi. C'est difficile d'être à côté d'elle parce que je peux pas. Je peux pas parce qu'elle a tellement été oppressante dans
dans mon enfance jusqu'à mon adolescence que j'ai eu besoin de partir, quoi, et vivre à côté d'elle. Ben non. Donc j'ai laissé ça. J'ai laissé ça à mon frère et c'est pour ça que je n'ai rien vu finalement. Donc quelque part, je me sens coupable, hein, parce que tout ça, c'était pour vivre, pour trouver mon chemin finalement. Ouais, mon chemin. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très juste, qui dit le frère, celui qui est dans le déni et qui ne veut pas savoir, peut-être parce que si le frère aîné ne s'occupe plus de leur mère, qui s'en occupera ? C'est ça. Il a quand même ce rôle et il a tenu ce rôle pendant tout ce temps et qui finalement arrange quand même quelque part tout le monde. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et il y a Marie qui dit moi aussi je me suis occupée de ma mère toute ma vie et si c'était à refaire aujourd'hui j'aimerais être rémunérée. C'est beaucoup d'investissement, de temps et parfois on met certaines choses entre parenthèses de sa propre vie. Ouais, c'est vrai. Elle dit, je l'ai fait toute ma vie, j'ai été critiquée et ce serait maintenant, vraiment, je me ferais rémunérer. Oui, c'est... c'est ce qu'elle dit, hein, c'est une forme de... C'est à la mesure du sacrifice aussi. Oui, c'est vrai. Ressenti ? Mais moi, je ne sais pas si mon frère... voyez, là, cette dame, elle parle de sacrifice, mais mon frère, je ne sais pas si c'est un sacrifice. Bon, après, c'est moi qui le dis, hein. Mais mon frère très tôt été conscient de cette opportunité, finalement, hein, de pouvoir gérer, d'être le maître. D'ailleurs, quand on était enfant, c'était lui le maître, hein, il nous le montrait, d'ailleurs, hein. C'est moi le patron, c'est moi... voilà. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au moment du décès de votre père ? À un moment donné, un notaire est entré dans la discussion. Il a dû voir ce qui se passait, non ? Oui, alors justement, il y a eu un petit héritage, tout ça. Et finalement, l'héritage, c'est lui qui l'a pris aussi. Mon frère. Voilà. Tout ça, c'est lui qui a tout pris. Parce que mon frère nous a fait signer les papiers. Moi, à l'époque, j'étais encore dans le déni, donc je voyais pas tout ça. Je signais les papiers qu'il me donnait, sans regarder finalement. Et donc, il a dit, oui, l'argent qui nous est dû aux enfants, il nous a dit, ça va à maman, bien sûr, elle en a besoin, voilà. Donc, bien sûr, nous, on a été OK, on a dit OK, on donne tout à maman. Mais le problème, c'est que de maman, c'est passé chez lui. Donc voilà, donc c'est pour ça, lui, sacrifice, je pense pas, vous voyez, c'est pas moi je l'entends pas comme ça du tout, hein, je veux pas non plus lui donner le beau rôle, hein, voilà, il l'a fait à bon escient, d'ailleurs à un de mes frères, il a dit bon, maintenant moi je vais plus m'occuper de maman, maintenant c'est fait, ça fait longtemps que je m'en occupe, maintenant c'est terminé. Bah oui, maintenant qu'il a plumé, il n'y a plus besoin de s'en occuper, hein. Et c'est ça, voyez, la vraie question pour vous, Charlotte, c'est est-ce que vous ressentez une injustice financière et uniquement financière, auquel cas je vous invite à prendre contact avec un notaire, à voir ce qui vous sera reversé lors d'une succession à venir, enfin voilà, vraiment d'établir ce dont vous avez été privé matériellement parlant. Et s'il s'agit d'une injustice affective, alors là, auquel cas, voilà. Auquel cas, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est une trahison affective. C'est mon frère. Oui, il s'agit de ma mère, de mon frère. Voilà, c'est quelque chose dans la famille. Pour moi, la famille, c'est sacré. Même si j'ai été très loin, voilà, mais j'ai toujours gardé le lien. J'ai toujours voulu garder le lien parce que j'ai eu beaucoup de déboires avec ma mère qui m'a rejetée, mon père qui m'a rejetée. Malgré ça, je suis toujours revenue auprès d'eux pour essayer de garder ce lien. Et finalement, j'ai pu garder ce lien. Et aujourd'hui, se retrouver comme ça face à ce frère. Mais moi, mon frère, j'étais fière de lui. Vous voyez, je le trouvais intelligent. Voilà, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et finalement, non, pas du tout, quoi. Voyez, comme dans les tableaux à vos murs, vous ouvrez les yeux. C'est ça, exactement. C'est ça. Mon frère, je le vénérais. C'était vraiment pour moi, c'était un exemple. Il est arrivé premier, voilà. Il a fait des études, il a eu le bac. Moi derrière, j'étais là à me dire bon, il faut que j'ai mon bac, il faut que je fasse comme lui. Vous voyez, c'était mon modèle. Vous voyez, tout ça.
Et tout ça s'écroule. Quand vous arrivez à 50 ans, tout ça s'écroule comme un château de cartes. Et c'est dur, très dur. C'est vraiment... voilà, quoi. Vous êtes toujours en psychanalyse? Oui, Mhm. toujours. Ouais. Ah, ouais. J'imagine que ce sera à l'occasion de futures séances ou Oui. déjà, peut-être, d'en discuter avec votre psychanalyste Ouais, exactement, ouais. Ouais. On a déjà pas mal discuté, donc voilà. pour bien dissocier cela, maintenant que vous ouvrez les yeux. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Je vous souhaite plein de courage, Charlotte, et je continuerai de lire les messages qui vous concernent à l'antenne. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup et je continue à vous écouter et j'écoute tout le temps. Voilà, c'est vraiment très... Merci pour votre fidélité. Très instructif. Merci beaucoup. Belle soirée, Charlotte. Au revoir. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Anne Cazobon. Et on va poursuivre cette libre antenne avec vous, Karim. Bonsoir. Oui, alors bonsoir, madame, c'est Karim. Je me permets de vous appeler parce que c'est que par hasard, j'ai écouté votre émission. Oui. Et ça me donne envie de vous raconter mon histoire. Avec plaisir, on vous écoute. Déjà, d'abord, si je maîtrise pas pas bien le français, c'est parce que je suis un étranger, tout simplement. D'accord. On vous comprend très bien. Tout va bien. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. En fait, c'est dû à une séparation, donc puis on peut dire un divorce. Et j'ai du mal à me raccrocher au niveau de ma vie privée, c'est-à-dire j'arrive pas à vivre comme moi je veux. Je vais raconter dès le début pour que vous essayiez de me comprendre. Oui. Donc j'ai rencontré ma femme, donc comme tout le monde, c'était bien passé. Je vais pas mentir. Donc à l'époque, c'était des situations un peu difficiles pour moi. C'était pas facile pour moi de trouver du travail. C'était pas facile pour moi donc, voilà. Et on a décidé on s'est parlé, on s'est connus, après on s'est mariés. On voulait faire des enfants, malheureusement, pour des problèmes de santé. Moi, on peut pas faire des enfants par voie naturelle. D'accord. Et donc, on a fait la PMA et on a attendu 4 ans pour qu'on puisse faire des enfants. Voilà, donc pendant ces 4 ans, avant d'avoir les enfants, on était impeccables, on s'aimait, on vivait notre vie, chacun de nous trouve le soutien dans l'autre, et le problème ça vient de moi, ça vient pas d'elle, donc je ne vais pas mentir. Et moi j'ai même dit, si je peux pas vous priver de ne pas avoir des enfants, donc après elle me dit non, c'est mon mari pendant toute la vie, voilà. Ouais, je ne veux pas vous mentir, elle était correcte avec moi, on s'aimait, il y avait pas on s'aimait beaucoup. Sauf lorsque là, on a réussi à avoir 2 enfants. Donc la PMA a fonctionné, vous avez réussi à avoir 2 enfants. Voilà, c'est ça, on a réussi à avoir 2 enfants. Oui. Après, on a eu des enfants. Je voulais bien, moi, exister aussi professionnellement. Donc, je ne me contente pas de faire des travails agent de sécurité ou cuisine, tout ça. Moi, j'ai dit, j'ai un bagage, il faut que je maîtrise, il faut que j'utilise mon bagage. Donc, j'ai repassé mon bac, j'ai repassé ma formation, j'ai réussi bien ma formation, je me suis lancé. Bravo. J'ai réussi à avoir mon BTS. Et depuis que je vois ma femme et me voit que je suis en formation, sachant très bien que il y a un salaire qui rentre. C'est pas, vu que ma femme, même si ma femme elle gagnait très bien sa vie, j'ai pas dit je vais pas vivre sur le dos de ma femme. Il y a un salaire qui rentre. J'ai même négocié mes contrats de professionnalisation avec un plus que SMIC. Et je voulais bien m'avancer voilà, j'aimerais bien exister autrement, c'est-à-dire je veux trouver ma place. J'aime bien ce pays-là, mais je veux trouver mon carrière, ce que je veux. Donc ma reconversion, ma transformation, elle était bien, elle était faite. Sauf que, à faire à mesure, je vois que le comportement de ma femme, c'était pas comme avant. Il m'a dit, j'aurais pas dû accepter de faire ta formation. Parce que il voulait que je m'occupe des enfants plus que
moi, je peux, c'est-à-dire plus que le rôle de papa. Moi, mes enfants, je m'en occupe plus que je veux, plus que ce que je peux faire. Et même plus, avec plaisir et sans regret, sans rien du tout. C'est mon devoir de chaque papa. Mais aussi, moi aussi, j'existe. Moi aussi, je veux vivre. À tel point, sur certaines choses, je m'efface. J'ai dit non. Je m'efface. Et j'ai toujours dit, Karim, bon, c'est parce que j'ai les mamans et tout ça, et même, pour vous dire, même parfois, c'est après 2 ans de mariage, c'est pas 4 ans, 2 ans de mariage on s'est séparés. Pendant ces 2 ans de mariage, ma vie, c'était quoi? Je vis pas, c'est-à-dire, tu sors à 5 heures du matin pour aller travailler, bosser sur ça, tu reviens avant 4 heures pour aller chercher les enfants. C'est très bien ça, mais je me plains pas. Après le soir, tu dois assurer ce qu'il doit faire, le bain, le quotidien. Mais lorsque j'ai un petit temps pour moi avec on n'a pas ça. Ça durait, et j'ai exposé ça à elle. Et ça part. Bon. Oui, vous lui avez dit que vraiment c'était un rythme beaucoup trop soutenu de concilier une vie professionnelle avec une embauche très tôt le matin et d'enchaîner sur aller chercher les enfants à l'école et s'en occuper jusqu'à ce qu'elle rentre le soir. Voilà, c'est ça, parce que c'est elle qui le dépose le matin et c'est moi qui dois les chercher le soir. Et vu que moi, je travaille, mon travail, c'est le terrain, donc je dois faire des déplacements sur plusieurs sites, plusieurs endroits, et j'ai toujours le souci, la peur de le ventre, que la crèche est sympa, parce que le trajet de mon travail jusqu'à ça prend, j'habite sur la région parisienne, donc imaginez-vous les bouchons, donc je travaille sur Paris. Bref, donc à un certain moment, je lui dis, madame, on peut s'arranger, on peut... non, il n'y a pas question, c'est de ma faute pas d'avoir laissé faire ta formation, toi de toute façon, t'as qu'un profiteur, et ça, moi, ça me travaille, mais j'ai dit, si je veux, comment dirais-je, voir que je suis un opportuniste, j'aurais pas fait des enfants, j'aurais pas investir dans un appartement, j'aurais pas plein de trucs. Et moi, ça me travaille beaucoup. Et ce que moi, vu que je suis venu de l'étranger en vivant ici en France, j'ai accepté les règles de ce pays. Je dis, c'est toi qui es venu, tu dois accepter, tu dois respecter, tu dois faire c'est comme ça ici. Mais j'ai un problème, c'est que je fais plus que moi, je peux faire. Ça a généré. À un certain moment, ça a déclenché comme ça. Et vous avez donc divorcé? Les disputes, à tel point il n'y a plus de respect entre nous. Après, j'ai dit non, stop. Je veux pas que mes enfants, ils ont une image de leur papa qui crie, qui a des disputes avec leur maman. Non, ils ne méritent pas ça, mes enfants. Tout simplement parce que je les ai pas eu facilement, mes enfants. Et j'ai décidé c'est pas de les abandonner, mais de les servir autrement, de s'occuper d'eux autrement. Et j'ai parti avec un grand lourdeur sur mes épaules. C'est que, voilà, elle ne m'arrête pas de me dire que tiens, là, tu nous as abandonnés, nanana. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas moi, ça. Je suis pas quelqu'un je suis pas lâche, moi. Je suis pas... Est-ce que c'est vous qui avez initié la procédure de divorce? Oui, c'est moi. C'est moi parce que je supporte pas les insultes. Je supporte pas le manque de respect. Je supporte pas plein de trucs. On peut... Oui, c'est vrai, je suis pas quelqu'un qui est idéal, je suis pas parfait, mais lorsqu'on accepte avec quelqu'un qui est de l'étranger, qui est avec un certain grande partie, il faut faire des concessions de deux parties, moi de mon côté et elle de son côté. Et quelle est votre situation, Karim, aujourd'hui? Vous avez pu reprendre un appartement? Vous pouvez recevoir vos enfants? Franchement, moi, je suis quelqu'un bosseur. C'est-à-dire, la seule chose qui m'a sauvé, c'est mon travail. Je suis accroché à mon travail.
J'ai rien demandé, ni que ce soit. J'ai pris un appartement, voilà, donc professionnellement et au niveau financier, je me sors très bien. Je ne suis pas là pour... mais c'est juste le sentiment que j'ai au fond du moi, c'est que d'abandonner mes enfants. Il m'a bien travaillé et c'est... Bon, je ne me permets pas de dire, je n'ai pas parlé des autres, mais je parle ce que moi je ressens. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je... Mais pas, vous les voyez, vos enfants? Oui, je vois mes enfants, je vois mes enfants. Je leur explique mon quotidien à la maison, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est moi qui fais le bain. C'est moi qui À l'époque? fais dormir. À l'époque, c'est moi Oui. qui fais le bain. J'avais une relation plus que fusionnelle avec mes enfants. Mhm. Ce que je veux dire, c'est à tel point lorsque j'ai dit je t'aime, je ne veux pas dire le prénom de mon nom, je t'aime par exemple mon enfant, il dit moi aussi papa. Et pareil pour la petite. Et ça n'a pas changé, devient ça, spontané. Karim? Comment? Ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a C'est pas moins changé. fréquent, évidemment. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent. Ce que moi j'ai pas supporté, c'est que à l'époque, j'ai remarqué des trucs. J'ai horreur de manque de confiance. C'est tellement comme par hasard quand par hasard j'ai découvert que des documents administratifs, j'ai pas la main sur. Et lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit t'as pas besoin. Pourquoi tu veux faire ça? Après moi j'ai pas cherché à comprendre. Je sais que bon, je suis pas là pour. Je sais pas. Je sais Les pas papiers du divorce, vous voulez dire? Comment? Vous parlez d'administratif, vous parlez des papiers du divorce? Non, à l'époque, quand je m'occupe des enfants, je voulais leur document administratif, Carte d'identité? leur identité pour faire entamer les démarches. Et quand je voulais les avoir, ils disaient non, je te donne pas. Et les cacher. Ça m'a vraiment travaillé beaucoup ça. Mais aujourd'hui, vous êtes séparés ou vous êtes divorcés? Vous êtes allé Non, vous êtes passé devant le juge? on est divorcés, donc je suis divorcé et je lui ai laissé l'appartement, j'ai laissé tout. Pour le bien de mes enfants, pour le bien de, je vais pas casser le cadre de vie de mes enfants, donc je suis en route. Ils viennent vous voir un week-end sur deux? Voilà, un week-end sur deux. Mes problèmes pour moi, c'est que la semaine, je pense trop à mes enfants. Mhm. Et le problème, c'est pour moi, c'est que j'arrive pas à me remettre avec une autre femme. Cela fait combien de temps que vous êtes divorcé, Karim? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdu. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Une J'ai nouvelle peur. personne? J'ai peur. Je fais plus confiance. J'ai peur. J'ai peur de l'autre. J'ai peur. C'est pas question que j'ai peur de. Je veux plus. Je supporte plus les conflits. Je supporte plus les prises de tête. Je supporte plus que quelqu'un. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. C'est pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est apaisé avec la maman de vos enfants? Non, je suis apaisé, il n'y a plus de tension, j'ai tout ce que je suis apaisé oui. Au moins pour le bien-être de vos enfants. Oui, pour mes enfants, je vois mes enfants, je les prends un week-end sur deux, la moitié des vacances, j'ai même lui proposé de faire la garde alternée, elle a dit non, je sais pas. Et là, maintenant, pour remettre avec une autre femme de vivre ma vie comme je veux, parfois j'ai dit, vas-y, fonce Karim, mais j'ai peur encore. Je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. J'ai peur. Est-ce que moi, j'ai un problème au fond de moi? Il faut que J'étais au bord de burn-out. À un certain moment, quand j'ai quitté ma maison, je vivais dans ma voiture. Parce que à un certain moment, je peux plus payer l'hôtel, et pour trouver un appartement à l'époque, c'était pas évident. Et je voulais pas exposer mon problème dans mon travail pour que ça soit pas pour que je garde mon travail. Combien de temps est-ce que vous avez vécu dans votre voiture? Je veux pas vous cacher, 15 jours. Mhm. 15 jours.
Parce que pour avoir un logement, pour tout ça, c'est pas tout de suite. 15 jours. Aujourd'hui, 15 ça va jours. mieux. Vous avez retrouvé un logement. Oui, Vous ça pouvez va accueillir mieux. vos enfants. Ça va mieux. J'ai trouvé un logement. Comment dirais-je, mon travail, ça va très bien. Mais la question que je pose, quand vous avez bien utilisé le terme, mais c'est pas à 40 ans, je mérite pas ça. À 40 ans, je veux pas marier pour être malheureux, mais je veux marier pour être heureux. Le sentiment que j'ai maintenant, c'est que je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sens que mes enfants, ils ont besoin de moi, et je ne vous cache pas, donc j'ai dit, je suis prêt de faire des concessions, mais je ne veux pas refaire ma vie à 60 ans, à 50 ans, si on reste toujours vivant, bien sûr. Dans la question, parfois, j'ai dit, toi aussi, tu existes. Et c'est un dilemme, c'est un paradoxe, je sais pas. C'est Justement, que, c'est peut-être le moment pour vous, à 40 ans, après cette première expérience de vie forte, où vous parlez d'un grand amour au début, et puis voilà, de quelque chose qui s'est éteint derrière avec votre ex-épouse. Et aujourd'hui, vous parlez beaucoup de peur avant de pouvoir vous oui. mettre dans une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire amoureuse. Ce serait intéressant pour vous d'aller chercher pourquoi il y a cette si grande peur, d'aller comprendre ce qui s'est passé dans votre histoire précédente plutôt que de se jeter dans la première venue, prochaine histoire, vous voyez. Ce serait intéressant pour vous d'aller décortiquer ce qui s'est joué pour vous. Oui, peut-être, mais je ne veux pas vous dire que j'ai pas rencontré, j'ai rencontré. Oui. Mais de m'engager tout de suite, de trouver quelqu'un avec qui je peux refaire ma vie, il faut un déclic. Et ce déclic-là, il n'est pas encore arrivé. Donc il faut... parce que moi, Elles sont rares, ces personnes-là, Karim. Les personnes avec lesquelles on a envie de faire un bout de chemin. Oui, ils sont rares, oui. Ils sont rares. Ils sont rares. Pour moi, ils sont rares. Parce que j'ai l'impression, parce que pour moi, lorsqu'on aime quelqu'un, on doit faire des sacrifices. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit... il faut donner avant de recevoir. Et moi, j'ai beaucoup donné. Oui, vous avez beaucoup donné, et à un endroit où vous avez l'impression de ne pas avoir reçu. Oui, 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 oui. Et ce qui me manque beaucoup, ce qui m'a fait mal, il m'a dit, je suis pas ta mère. Je dis, oui, vous n'êtes pas ma mère. Et vous méritez pas d'être ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Et vous, c'est ma femme. Voilà. Et c'est vrai. Pour moi, la seule personne qui m'a aimé et qui m'a vraiment donné de l'amour, c'est ma mère. C'est ce que je ressens. Ce que je ressens. Mais c'est dans les bras d'une mère qu'on apprend à aimer ensuite, plus tard, à l'âge adulte. Voilà. C'est ce premier Et moi, lien-là. il me dit que vous êtes le fils, le fils de maman. C'est-à-dire l'enfant gâté, ou je sais pas comment Le il fils dit à ça en maman. français. Le fils à maman. Là, oui, je suis le fils à maman, bien sûr. Le fils à maman, il vient pas ici en France. Il recommence tout à zéro. Il refait sa vie. Et il refait c'est-à-dire, je suis fier de mon parcours ici en France. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Donc si je fais ça, je reste à côté de maman. Et c'est pas la misère qui m'a fait venir ici. C'est pas la soif non, c'est pas ça. Ça c'est notre histoire. J'ai eu l'occasion, je vous la raconte un autre jour. Mais c'est pas la misère qui m'a fait venir ici. C'est juste le destin et la coïncidence. Et voilà. Et c'est justement ça, ma mère, elle pèse beaucoup dans ma vie. Votre mère est à l'étranger ? Oui, à l'étranger, oui. Toute ma famille est à l'étranger. Je suis le seul ici. Toute ma famille est à l'étranger. Je suis le seul ici qui
qui vit ici en France. Et, et je lui dis ça là, cette femme-là, je vais pas mentir. J'ai eu de l'amour avec elle, je le respecte toujours parce qu'elle restera toujours la mère de mes enfants. Et je dis pas que moi je suis pas fautif, mais lorsqu'on se marie, il faut faire des concessions. On n'achète pas un homme. On ne dit pas ça y est, c'est bon, il va. Non, c'est donnant. C'est oui, on fait les enfants, oui, on doit s'occuper d'eux, mais aussi nous, si on existe, nous aussi c'est euh, plein de trucs que j'arrive pas à faire avec elle. Je dis madame, je vais pas. Viens, c'est le quotidien qui m'a tué. C'est j'existe, c'est-à-dire c'est elle c'est-à-dire c'est elle qui a le dernier mot. On a et tout ça, moi je l'ai accepté. J'ai dit oui, c'est un décision non, mais bon, tu peux pas me dire à quelqu'un, je veux pas de ta famille. Ça, c'est pour moi, c'est une torture. Aujourd'hui, Karim, vous êtes divorcé depuis 2 ans. Oui. Il y a Olivier le patrouilleur qui vient d'envoyer un message qui dit « Karim a beaucoup investi sa vie de papa et a été déçu. Mais une histoire ne fait pas une autre histoire. Il a besoin de se faire aider. » Il y a beaucoup de personnes qui vous inviteraient à éventuellement consulter un thérapeute pour vous faire aider en ce moment. Tu sais ce que j'ai fait, pour madame, comprendre ce qui s'est joué. D'accord. Pour vous. Moi, oui. Oui. Et pour vous dire, pour que je puisse pas penser à ça, je travaille 2 travails. C'est pas pour avoir plus de salaire, tout ça, mais pour que je pense plus. C'est bien ça le problème, Karim. C'est pour que je pense plus, parce que j'ai un sentiment de culpabilité juste envers mes enfants. Parce que un certain nombre, j'ai entendu parler. Je te pardonne pas, tu nous as abandonnés, mais non, j'ai pas abandonné. À tel point, pour que je puisse près de mes enfants, j'ai pris un studio à côté, pas loin de là où j'habite, parce que c'est pour qu'il s'il y a un pépin, c'est toujours là à côté. Je sais pas, oui. Il y a Claire qui dit « Karim est touchant et je lui souhaite d'être heureux ». Merci beaucoup, c'est gentil de sa part. Bon. Je pense que votre témoignage touche beaucoup de gens, Karim, parce que vous avez beaucoup employé le mot sacrifice. Et vous en avez fait beaucoup. Oui. Vous êtes loin de votre famille de naissance, et la famille que vous avez fondée, aujourd'hui, prend une autre tournure, en tout cas. Moi, ce que je supporte pas, moi, je sais ce que je veux. Je suis pas un voleur, je suis pas un méchant. Mais je suis pas un con, mais je suis gentil. Je peux supporter tout, j'offre juste le fait de trahir. Non, trahir pour moi, c'est imaginable. Je peux pas trahir. Et pour vous, il y a une forme de contrat tacite qui était quand je donne, je vais recevoir. Et vous avez l'impression d'avoir beaucoup donné et qu'en échange, il n'y a pas eu grand-chose en retour. Ou en tout cas pas ce que vous attendiez. Ce qui est encore autre chose. Il m'a pas compris. C'est que moi, je voulais que cette famille, je veux bien jouer le rôle de papa. Mais il veut. Comment je l'explique? Il m'a dit toujours, on est tous pareils. Oui, c'est vrai, on vit en France, je suis d'accord. Une femme, c'est pareil qu'un homme. Je suis d'accord, pas de souci. Mais une maman, c'est pas un papa. Et un papa, c'est pas une maman. C'est pour ça que c'est la maman c'est la maman qui donne la vie. Mais le papa qui protège, qui joue le rôle de leader, dans un sens partagé bien sûr, c'est lui qui est protecteur, c'est lui qui doit. Et moi, j'ai l'impression que ce rôle-là, elle était, c'est pas violée, mais était arrachée. C'est-à-dire, c'est elle qui, bien sûr, qui travaille et qui gagne plus que moi. Et pareil, et pour les décisions, tout ça, c'est elle qui a le dernier mot. Et ça, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. J'ai dit, bon, moi, Karim, oui, on est en France, on doit, c'est vrai, c'est rare, hein, mais
Et vous donniez le bain? Voilà, c'est pour remplir le frigo, c'est pour faire le ménage, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça. Et tu fais... Bon, excuse-moi, je ne vais pas me permettre de dire ça dans l'autre antenne. Et c'est comme ça. Et vous partagez les tâches? Mais les tâches, oui, on partageait les tâches, mais pour moi, j'ai un travail difficile. Je suis chauffagiste, je prends des charges. Bon, voilà. Et quand je rentre le soir, je suis pas content de m'occuper de mes enfants. C'est un plaisir. Mais je donne plus que de ce que je peux donner. Et c'est de lundi à dimanche, c'est 7 sur 7. Et en tant que mari, j'ai pas ce que je veux. Et j'ai en parlé, non, je peux pas. Bon, voilà. Et même ça, j'ai dit bon, c'est pas. Je me suis mais arrivé un moment de me priver de ma famille, de me priver de m'arracher de mon environnement, de dire bon voilà, c'est comme ça. Non, je supportais. Non. J'avais des propositions d'évoluer professionnellement, il m'a cassé. C'est juste pour, voilà, être toujours sur sa main et il le suit, sinon. Pour dépendre, non, madame, même si je gagne 5 000 euros, pour moi, l'argent, c'est pas la vie. Non, pour moi, c'est non, désolé. Faut que chacun vit sa vie comme lui il veut, bien sûr, en respectant les uns les autres, mais pas en primant les autres. Non. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, en tant que mari, quand vous dites « je n'ai pas eu ce que je voulais en tant que mari », qu'est-ce que vous entendez par là? Même pour les relations intimes. C'est parce que madame, il travaille le matin, il ne se permet pas de voilà. C'était... Pour moi, pour moi, si c'est pas dans les deux sens, si c'est pas voulu, rien qui se passe pour moi. C'est pas une... Comment expliquer ça? Il y a plus d'intime entre nous. Il n'a pas envie, il n'a pas ça. C'est juste le seul moment où on peut... Ben non, tu peux pas. Ce qui serait intéressant, Karim, quand même, c'est regarder comme vous êtes en boucle sur cette histoire, alors que vous nous dites que vous êtes divorcé depuis 2 ans. On a l'impression que c'est encore complètement d'actualité et que c'est encore extrêmement frais, à tel point qu'on vous en parlez au présent, mais comme si c'était encore vraiment là et que ça prenait toute la place, surtout. Madame, je ne vais pas avec elle, je ne vais pas avec mes enfants. Oui, j'entends bien, mais vous en parlez et c'est aussi vif que comme si c'était encore d'actualité. Oui. C'est que moi, ça me travaille énormément, ça me travaille. C'est ce que je veux dire, c'est exactement ça que je veux dire. Et que peut-être que vous pourriez aller le déposer, alors peut-être vous tourner vers un CMP pour essayer de rencontrer un psychologue, pour comprendre, détricoter un peu tout cela, et comprendre ce qui s'est joué pour vous, ce rôle d'homme, cette place, vous voyez, qu'on vous a proposé, que vous avez prise, mais qui finalement ne vous convenait pas. De l'homme qui n'a pas son mot à dire, qui, en tout cas, ce que vous exprimez. Non, pour moi, je cherche pas l'homme, c'est-à-dire l'homme dominant, l'homme, c'est moi le patron, c'est moi le chef, c'est moi qui fais tout. Mais non, mais je cherche juste ma place, c'est tout. On va terminer cette émission en lisant le message de Louisa pour vous qui dit « Karim, votre sensibilité est très touchante, prenez bien soin de vous, faites confiance à la vie et au temps, tout ira bien. Prenez soin de vous. Allez voir un psychologue dans un CMP pour détricoter tout ça et pour pouvoir vous préparer à la prochaine rencontre. Ok. Très belle soirée. Merci Karim. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Merci encore à tous pour tous vos témoignages, tous vos messages et vos SMS encore nombreux ce soir. Il est maintenant 1h sur Europe 1. Je vous retrouve demain avec plaisir dès 23h. Et tout de suite, place à Christophe Ondelat pour On te la raconte.